et prête de l'argent à l'autre pour faire des profits. Lorsque les profits commencent à baisser, les financiers comme Jacob Schiff, Max Warburg et JP Morgan savent très bien comment les faire remonter. Vous serez peut-être surpris d'apprendre, et c'est un fait confirmé, que ces gens ont financé Trotsky et Lénine avec des milliards de dollars en or et en prêts pour qu'ils déclenchent la révolution en Russie. Avec l'entrée des États-Unis dans la guerre et le départ de la Russie, le conflit a duré 2 ans de plus. 2 ans de vente d'armes et de prêts sur lesquels faire des profits pendant de nombreuses années. La guerre est une entreprise extrêmement rentable. Après la Première Guerre mondiale, le sénateur Gerald Nye a organisé une commission devant laquelle il a traîné les plus gros financiers et industriels pour examiner les profits qu'ils avaient réalisés au cours de la guerre. La guerre est très profitable et quiconque dit le contraire est menteur ou fou. Ils ont réussi à nous faire entrer dans la Première Guerre mondiale. En fait, grâce à eux, la guerre a continué pendant 2 années supplémentaires. Just when you think you're ahead of the game, someone changes the rules. Ils ont fait cela en toute connaissance de cause et avec préméditation pour augmenter leurs profits et renforcer leurs institutions bancaires. Il y a plusieurs personnes qui croient que toutes les guerres de ce siècle ont eu lieu pour qu'un petit groupe de financiers puisse faire des profits. Des gens qui sont dans la sphère d'influence du groupe Bilderberg et de la commission trilatérale. Prenons la guerre des Balkans. Qui a fourni des armes à Milosevic? Ce sont les Soviétiques. Qui finance l'industrie militaire de l'Union soviétique? Les États-Unis et les banquiers européens. Les banquiers ont toujours financé les 2 camps lors de conflits majeurs. Les conflits entraînent le progrès, les conflits contrôlés entraînent le progrès contrôlé. Chaque guerre importante amène son lot de ventes d'armements et de prêts gouvernementaux. Les gens doivent payer des intérêts à la banque. Voilà de l'argent créé à partir de rien. L'économiste et prix Nobel Milton Friedman prétend que la Réserve fédérale a provoqué la Grande Dépression en réduisant volontairement la masse monétaire en circulation. Les déposants de tout le pays ont eu peur de perdre leurs épargnes et ils se sont dépêchés de les encaisser. Ça a été la course et les banques sont tombées comme des mouches. Le système de réserve fédérale n'a pas réagi alors qu'il avait le pouvoir, le devoir et la responsabilité de fournir l'argent qui aurait permis aux banques de remplir leurs obligations face aux déposants sans avoir à fermer leurs portes. Louis McFadden, membre du Congrès et président d'une commission sur les banques au moment du krach, déclare « La Grande Dépression est un événement intentionnellement causé par des banquiers internationaux qui ont créé une situation désespérée qui leur a permis de sortir de cette crise avec les pleins pouvoirs sur nos vies. » Un mémo a circulé avant la chute du marché boursier. Tous les gros joueurs, les initiés si on veut, se sont retirés du marché à temps. Pendant 4 ans, ils ont tout liquidé. Ils avaient donc de grandes quantités d'argent liquide au moment du krach, ce qui leur a permis d'acheter des compagnies importantes pour quelques dollars. Le gendre de Franklin Roosevelt décrit ainsi la Grande Dépression. C'est le pouvoir financier mondial qui a dépouillé délibérément le public en provoquant un manque soudain d'argent à court terme sur les marchés de New York. Un des initiés, Joseph Kennedy, a vu sa fortune passer de 4 millions en 1929 à plus de 100 millions 4 ans plus tard. Tout comme aujourd'hui, la presse américaine cache certains faits. Ces scènes d'émeutes n'ont jamais été montrées auparavant. Les caméramans ont fait leur travail, mais ces images n'ont jamais été diffusées aux actualités. On contrôle l'information depuis longtemps en Amérique. On ne se prive pas cependant pour diffuser des nouvelles plus frivoles. Heureusement, des personnalités populistes comme le président Andrew Jackson, William Jennings Bryan et le père Charles Coughlin ont assez de courage pour dénoncer les faits. May I remind our president with all due respect that not one of these soldiers cast a ballot
On that fateful Good Friday night in the spring of 1917, to force a peace-loving nation like ours to take up arms for the profiteers and the exploiters of mankind. Durant la dépression, le pire ennemi des banques est Huey Long. We've tried the Republican Party, we've tried the Democratic Party, then we've gone back and tried the Republican Party, and now we're back trying the Democratic Party. And unfortunately, whenever we get into power with either one of these parties, we find that the one crying need of our people, the redistribution of wealth, so that none would be too poor and none would be too rich, is always neglected by the party that is in power. How many men ever went to a barbecue and would let one man take off the table what's intended for 9/10 of the people to eat? The only way you'll ever be able to feed the balance of the people is to make that man come back and bring back some of that grub he ain't got no business with. Cependant, l'assassinat est un outil politique que ces fameux initiés connaissent bien. Prenons l'exemple du président Jackson, qui était le principal opposant à une banque centrale privée à cette époque. Un assassin s'est présenté devant lui et lui a mis 2 pistolets sur le ventre. Il a tiré, mais les 2 pistolets se sont enrayés, ce qui a sauvé Jackson. On a appris par la suite que l'assassin avait des liens avec les banquiers internationaux. C'est intéressant de noter que si les livres d'histoire ne s'attardent pas beaucoup à ce problème des banques, Jackson, lui, considérait que c'était l'une de ses réalisations les plus importantes. En fait, il a même fait écrire sur sa pierre tombale « J'ai tué la banque ». Après la guerre civile américaine, le chancelier allemand Otto von Bismarck fait la déclaration suivante. La division des États-Unis a été orchestrée par les pouvoirs financiers d'Europe. Ils avaient peur que les États-Unis anéantissent leur domination financière sur le monde. Ils voyaient un grand avantage à faire affaire avec 2 démocraties affaiblies par leurs dettes plutôt qu'à une république forte et indépendante. Abraham Lincoln est conscient de cela et fait tout en son pouvoir pour préserver l'Union. Mais pour y arriver, il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Il fait appel aux banquiers de Wall Street qui lui demandent 36% d'intérêt par année. Lincoln choisit une alternative moins coûteuse et demande au Congrès d'émettre l'argent. Les billets sont appelés greenbacks et ne sont pas garantis par de l'or mais par le crédit du gouvernement des États-Unis. Avec cette solution, le gouvernement ne paie pas un sou d'intérêt aux banquiers privés. L'assassinat de Lincoln est relié aux banquiers qui voulaient avoir le contrôle de la monnaie. C'est la même chose avec John F. Kennedy, car il voulait réintroduire des obligations du gouvernement plutôt que des obligations de la Réserve fédérale. La Constitution des États-Unis mentionne que le Congrès doit émettre la monnaie et en réguler la valeur. Si vous demandez aux gens sur la rue qui émet la monnaie, ils vont vous répondre que c'est le gouvernement. C'est la raison pour laquelle tout ce mensonge fonctionne. Les gens savent intuitivement que c'est le gouvernement qui devrait émettre la monnaie. La Réserve fédérale n'est pas fédérale et n'a pas vraiment de réserve. Dans l'annuaire téléphonique, vous ne la trouverez pas dans les pages bleues du gouvernement. Elle est citée dans la section Affaires, juste après Federal Express.